Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu différente cette fois. Je suis pas mal de chaînes qui traitent de l'histoire du costume, la plupart d'entre elles sont en anglais, la totalité d'ailleurs, et je me suis aperçue que pour la plupart des gens qui avaient des connaissances en histoire de la mode, cette robe était une disgrâce. Et il se trouve que je ne suis pas forcément du même avis et c'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous. Bon ok, le film est sorti en 2017 et il est un peu tard pour en parler, mais on ne surfe pas vraiment sur les tendances sur cette chaîne. Bref, vous l'aurez compris, plus ça date, et mieux c'est. Premièrement, j'adore les films historiques car j'adore voir des costumes à l'écran. Mais si le costume participe largement à comprendre l'univers et l'époque dans laquelle le scénario se passe, il est aussi un atout majeur pour appréhender la psychologie des personnages. En vérité, faire des costumes pour le cinéma est bien plus complexe qu'on ne le pense. En particulier quand il s'agit de développer des univers imaginaires à l'écran. Ce que par exemple la série Game of Thrones a réussi avec brio, en ajoutant une montagne de détails dans leurs costumes qui sont déjà magnifiquement réalisés, mais aussi d'une diversité folle. En prenant compte de chaque personnage qui le porte, de son utilité, que ce soit un costume de cour, d'apparat ou de combat. En considérant le lieu géographique et donc de la culture présente dans chaque contrée du royaume, le climat et également le statut social de la personne qui le porte. Chose à laquelle, par exemple, la série The Witcher a lamentablement échoué. Mais le sujet n'est pas là. En ce qui concerne les costumes de La Belle et la Bête, et en particulier cette robe, qu'en est-il ? Premièrement, La Belle et la Bête n'est pas n'importe quel film. Et oui, c'est un Disney. Je fais partie de ces personnes qui ont grandi avec ces films. Mes parents nous emmenaient, mes sœurs et moi, les voir au cinéma à leur sortie, et on nous offrait aussi régulièrement les cassettes en cadeau à nos anniversaires ou à Noël. Et ouais, des cassettes. Des VHS. Magnétoscope. Bref, j'adore Disney et je continue de re-regarder ces films régulièrement. Pas en VHS par contre. En ce qui concerne les remakes, on peut les aimer ou pas. Personnellement, je trouve ça intéressant de revisiter l'histoire d'un autre point de vue en ajoutant des éléments, ce qui te donne la sensation de retrouver un univers que tu connais et que tu aimes, mais avec quelques changements. Même si au final, le fait de voir ce film te donne juste envie de revoir la première version animée, mais bon. N'oublions pas que Disney est cette grosse industrie qui est loin d'être parfaite et dont le but se résume à une chose, te vendre du rêve. Bon, leur but est principalement de vendre, soyons clairs. Aussi, les robes des princesses Disney participent largement à nourrir cette industrie en proposant aux petites filles la robe de leur héroïne préférée. Ainsi que pléthore d'autres produits dérivés et marketés dans le seul but de rapporter encore un peu plus d'argent à cette compagnie parce que le capitalisme, y'a que ça de vrai. Ouais. C'est ce marketing qui fait que la robe à l'origine argentée de Cendrillon, si je t'assure, elle est bien argent dans le dessin animé sorti en 1950. Parce que vendre des robes argentées à des petites filles aurait pu ressembler à des robes de mariée, alors que le bleu... le bleu... c'est Cendrillon. Raison pour laquelle la robe de Lily James dans le remake de Cendrillon est effectivement bleue. Marketing. Et la même chose s'est produite avec la robe de Belle, puisque dans le film de 1991, ce qui semble être jaune à l'écran est en fait censé être doré. Mais marketing oblige, elle apparaît bel et bien jaune dans le remake. D'ailleurs, chaque princesse Disney est associée à une couleur. Mais intéressons-nous un peu plus de l'aspect de cette robe. Et pour cela, nous allons parler de l'époque à laquelle le film est censé se dérouler. Le film La Belle et la Bête prend place quelque part en France dans un petit village appelé Villeneuve, qui fait référence au nom de son autrice, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, qui a écrit ce conte vers 1740. Le film se situe donc à peu près à la même époque, donc sous le règne de Louis XV, période aussi appelée le siècle des Lumières. Cette époque est connue pour son costume rococo, qui consistait en une robe à panier avec moult rubans, dentelles et ses cheveux poudrés. D'ailleurs, cette mode est représentée au début du film avec le costume de la cantatrice qui reflète plutôt bien l'esprit rococo. Je ne pense pas que l'on puisse reprocher à La Belle et la Bête de ne pas représenter fidèlement la mode du XVIIIe siècle, puisque l'on n'attend pas cela d'un film Disney. Les Disney ne sont pas des films historiques, ça n'a jamais été le cas. Mais certains reprochent le manque total de cohérence du costume de Belle par rapport aux autres personnages qui l'entourent. Car effectivement, si les villageois et les autres personnages semblent être globalement vêtus à la mode du XVIIIe siècle, ou en tout cas s'en rapprochent plutôt bien, le costume de Belle, que ce soit sa robe de bal ou sa robe de mariée, n'ont rien à voir avec les autres costumes du film. Belle détonne.
Pour autant, est-ce une si mauvaise chose? Parce que, rappelons-le, Belle ne se sent pas vraiment en adhésion dans l'époque dans laquelle elle vit, ni avec l'état d'esprit des gens qui l'entourent. C'est une jeune femme active, cultivée et intelligente. Elle pense par elle-même et se conduit pas vraiment de la manière dont on pourrait l'attendre venant d'une jeune femme de son âge. Aussi, en tant qu'introvertie, elle préfère s'évader dans des romans plutôt que de rechercher la compagnie des siens. Ce que les villageois ne conçoivent pas et lui reprochent. Elle est bizarre. Mais avant tout, et c'est souligné dans le film, elle a des idées particulièrement avancées et plutôt éclairées pour son époque. Cela vient bien sûr du désir d'Emma Watson de faire de Belle un personnage plus féministe qu'elle ne l'est dans le film original. Belle a cette vision avant-gardiste, et si sa robe est anachronique par rapport aux autres costumes du film, c'est parce que Belle est anachronique. Belle représente cette vision féministe qui n'existait pas vraiment au XVIIIe siècle et sa robe est aussi avant-garde que ses idées. Even back in Paris, I knew a girl like you who was so ahead of her time, so different. People mocked her until the day they all found themselves imitating her. Donc si la robe ne respecte pas vraiment cette cohérence qu'on attend au sein d'un univers imaginaire, elle respecte sa cohérence avec son personnage. Car je trouve que cette robe reflète très bien cette vision de femme active et libre qu'est Belle. Quand je dis libre, je parle de liberté d'esprit, hein. Parce que bon, elle est séquestrée durant les 3/4 du film, alors... Enfin, ça marche pas trop quoi. Il a aussi été reproché que la robe soit plutôt fade pour une robe de princesse. En effet, dans les Disney, le moment de la révélation de la robe est iconique. C'est l'instant où la jeune paysanne se transforme réellement en princesse. Et venant d'une princesse Disney, on s'attend à une cascade de jupons, tulles et paillettes. Et de ce côté-là, oui, certes, la robe de Belle ne respecte pas vraiment le cahier des charges. Mais encore une fois, je pense que c'est pour servir le personnage. Belle n'est visiblement pas intéressée par la mode ni les apparences. Et heureusement d'ailleurs, rapport à la bête. Aussi, cette robe reflète la sobriété du personnage. La robe est belle, mais simple. Une autre chose que les historiennes du costume ont reproché, c'est le choix d'Emma Watson de ne pas faire porter de corset à son personnage, là encore dans une démarche féministe. Alors je comprends ce qu'on reproche, tout comme je comprends le choix d'Emma Watson. Je vais vous expliquer. Tout d'abord, le corset n'est pas cet instrument de torture que l'on s'imagine être. C'est un vêtement du dessous qui remplace la fonction de notre soutien-gorge actuel. Il apportait aux femmes du maintien, mais surtout, il était indispensable pour porter les robes de l'époque. Les robes ne se portaient pas du tout comme nos vêtements d'aujourd'hui. Celles-ci étaient épinglées au corset, et c'est le corset qui apportait le maintien déjà au corps de la femme en le soutenant, et qui permettait de fixer le vêtement sur soi sans crouler sous son poids. De plus, les corps balénés du XVIIe et XVIIIe siècle n'avaient pas pour fonction d'amincir la taille. Et c'est important de le souligner, je pense. Sa fonction était de soutenir la poitrine et de fixer les vêtements sur soi. Les paniers et le volume des jupons servaient déjà de trompe-l'œil pour affiner la taille, mais le corset n'y participait pas. L'idéal de la taille fine n'est apparu qu'au XIXe siècle, avec certes quelques dérives, mais ça reste des cas isolés. Et d'ailleurs, la plupart des photos et cartes postales de cette époque étaient retouchées afin d'affiner encore plus la taille des femmes. Mais encore une fois, cela ne correspond pas à la réalité. Aussi, le corset n'handicapait pas le mouvement comme on aime le faire croire aujourd'hui. Enfin, t'imagines bien que tu ne peux pas faire ton yoga avec. Mais tout comme tu ne le fais pas en jean. Si les femmes ont vécu pendant des siècles en portant le corset tous les jours, ce n'est pas par masochisme. Nos ancêtres n'étaient pas plus idiotes que nous le sommes. Personne ne supporterait de porter tous les jours un vêtement qui lui coupe sa respiration. Les femmes de tous les milieux et classes sociales le portaient, c'était un élément essentiel du costume. Elles travaillaient avec, elles dansaient avec, elles montaient à cheval avec, bref, elles vivaient avec sans souci. Le corset n'est pas cet objet anti-féministe que l'on aime regarder aujourd'hui avec dédain. Je vous propose d'ailleurs dans la description plusieurs vidéos qui démontent les préjugés sur le corset si ça vous intéresse. Pour autant, pourquoi Emma Watson a choisi de ne pas en porter? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de se souvenir à qui les films Disney sont destinés. Et oui, les enfants. Des petites filles
et des petits garçons qui vont se retrouver confrontés à des images qui vont participer à construire leur vision de la masculinité et de la féminité. Et ce qui a été reproché à l'époque de la sortie du film Cendrillon, c'est cette robe au corset si serré qui amincissait de manière exagérée la taille de l'actrice déjà très fine. Les petites filles sont dès leur tout jeune âge exposées à des représentations du corps de la femme aux critères de beauté exacerbés, que ce soit à travers les films, les dessins animés, la publicité ou les jouets. Et plus tard, à l'adolescence, cela continue de manière encore plus présente et surtout vicieuse avec les réseaux sociaux. Sans arrêt exposés à des corps transformés, que ce soit par le vêtement, la chirurgie ou les retouches. Parfois les trois en même temps. Est-ce que l'on peut vraiment blâmer Emma Watson de ne pas avoir voulu amincir sa taille en portant un corset et ainsi ne pas participer à la diffusion de cette vision aliénante de la beauté féminine? Car certes, si la plupart des adultes sont capables de prendre du recul sur les images qui leur sont servies, et encore c'est pas toujours évident, il est plus ou moins facile de prendre de la distance sur les images que l'on perçoit et le genre d'artifice qui se cache derrière ces tailles fines. Ce n'est pas le cas d'un enfant. Pour une petite fille, c'est juste encore une fois un élément qui lui fera se dire qu'elle ne correspond pas à cet idéal de beauté, ou ça participera à installer une pression sur elle et le physique qu'elle est censée atteindre. Bref, que l'on aime cette robe visuellement ou pas, cela reste une question de goût et c'est tout à fait votre droit de ne pas l'aimer. Mais j'ai voulu me faire l'avocat du diable et donner mon point de vue sur cette robe qui n'est pas si mal qu'il y paraît et pas si mal réalisée non plus. Et quitte à critiquer les costumes d'un film dans lequel a joué Emma Watson, autant parler des filles du Dr March, parce que là, il y a matière à dire. Mais bon, ça ce sera peut-être pour une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si vous avez aimé, et si vous voulez d'autres sujets sur les costumes de films, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces en l'air, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.